Entre terre et mer, les habitants de Nouvelle-Calédonie tissent un lien profondément mystique avec leur environnement. Dans la tradition mélanésienne, l'âme des disparus se réincarne dans les choses de la nature. Le vent, le tonnerre, les arbres, les poissons, les oiseaux. Alors quel meilleur point de vue que celui de l'aigle pêcheur pour découvrir l'extraordinaire richesse du lagon calédonien, le plus grand et peut-être le plus beau de la planète. Du nord au sud et d'est en ouest, le vol du Balbuzard va nous amener à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont fait du lagon leur quotidien et leur plus belle raison de vivre. Le vol de l'aigle pêcheur commence à Nouméa, au sud-ouest de la Grande Terre, la maîtresse île de l'archipel calédonien. Seule véritable ville du pays, l'ancienne Port-de-France a des allures de Riviera du Pacifique. Nouméa la prospère attire toujours plus de monde. Les Européens surtout y cultivent un mode de vie à l'australienne. Ah, attention, c'est ma planche. C'est le 8 mars aux Antipodes. On est efficace. Marine Duprat et ses copines de l'association El Kite fêtent la journée internationale de la femme à leur manière. On part sur le phare Amédée, là en direction du phare Amédée, on a pour 30 minutes de navigation. Arrivé là-bas, eh bien, on va pouvoir griller le matériel et profiter de la journée. Il faut savoir que non seulement il y a des conditions de vent exceptionnelles là-bas, mais des fonds marins fabuleux. Donc l'idée c'est de passer une journée tout ensemble, de s'amuser et puis de profiter du lagon et de la chance que nous avons d'être ici. Posé à la sortie du lagon, l'îlot Amédée fait le plein le week-end. D'autant qu'à lui seul, le phare vaut la visite. Construit à Paris sous Napoléon III, démonté puis remonté pièce par pièce, le phare en acier balise l'entrée du port de Nouméa. Alors il y a 247 marches pour monter en haut du phare Amédée. C'est moins que la Tour Eiffel, mais c'est quand même sportif. Let's go les filles! Waouh! À 56 mètres de haut, le point de vue vaut le coup d'œil. Au loin, les passes de Boulari et tout autour de l'îlot, un plan d'eau à faire pâlir d'envie tous les kitesurfeurs de la planète. C'est vrai que c'est notre terrain de jeu ici. Vous voyez le lagon tout autour du phare, là, c'est exceptionnel, mais des spots comme ça, il y en a beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Il se trouve que celui-là, il est relativement près de Nouméa, là où pour la plupart de nous habitons. Il y a un régime de vent qui est très profitable à la Nouvelle-Calédonie. Donc je crois que les statistiques, c'est presque 70% de journées ventées dans l'année. On en profite un maximum. On a une chance incroyable d'être ici, on le sait. Et jouer de notre support de glisse dans des lagons aussi beaux que celui-ci, survoler l'eau, c'est plus un plaisir, c'est incroyable. Bon, bah, tout à l'heure. C'est vrai que la Nouvelle-Calédonie, ça a toujours été un paradis de la glisse. On a dans un premier temps connu la planche à voile. Ça a permis aussi de faire connaître la Nouvelle-Calédonie dans tous les sports de glisse, parce que tous les sports de glisse sont représentés ici. C'est-à-dire vous passez du stand-up paddle au surf, au kitesurf, à la planche à voile. C'est incroyable les possibilités qu'on a ici aujourd'hui.
La journée au phare Amédée s'achève par le grand raid retour vers Nouméa. 18 km avalés en une petite demi-heure pour les plus rapides. En 6 mois à peine d'existence, l'association El Kite a rameuté près de 80 pratiquantes. Le lagon calédonien n'a pas fini de voir danser les ailes des filles de Nouméa. L'aigle pêcheur poursuit son vol par la côte ouest, vers un autre amoureux du lagon. Direction Point Gamme, à l'extrême nord de la Grande Terre, à près de 500 km de Nouméa. Dans la presqu'île de Poum, la chaîne de montagnes qui traverse la Calédonie meurt doucement dans des collines de terre rouge, riches en minerais de toutes sortes. La Grande Terre offre ici son dernier paysage. C'est le bout du monde d'un bout du monde. Un dédale d'îlots, de chenaux et de mangroves, le formidable terrain de jeu de Jean Broudissou. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que la Calédonie est aussi grande. Ils arrivent, ils viennent visiter une petite île d'outre-mer. Ils arrivent en Calédonie, ils font des heures et des heures de route. Il faut bien se rendre compte que quand on part du sud, on vient dans le nord, c'est 7 ou 8 heures de voiture, c'est très long. Jean Broudissou a débarqué en Nouvelle-Calédonie alors qu'il avait 20 ans à peine, au tout début des années 70. Après 68, mouvement 68 art, un petit peu, tout ça, on avait envie de vivre sous les tropiques. Ça représentait vraiment pour quelqu'un de Limousin comme moi, tout ça, c'était la liberté. La Nouvelle-Calédonie, c'est la nature, très peu d'habitants au kilomètre carré, t'es partout, tu vis dans la nature. Et puis ce lagon qui est fabuleux, quoi. Et c'est ce qui a fait que j'ai passé ma vie en Calédonie. J'ai pas pensé une seule minute à repartir. Après des années de bourlingue, Jean a posé ses valises à Point Gamme, sur la dernière rive du lagon, accessible par la piste. Infatigable entrepreneur, Jean s'est lancé dans 1000 projets, pourvu qu'il soit un peu fou et connecté à Mère Nature. En 2010, en pariant sur la teneur en sel de l'eau du lagon, Jean a fait de la Vasière de Caux le seul marais salant de l'archipel. Les marais salants, à une époque, il y en avait pas mal en Nouvelle-Calédonie parce que le sel était un produit de conservation avant qu'il y ait l'électricité. Et puis le jour où l'électricité est arrivée, tous les marais salants ont fermé leurs portes. Et maintenant, donc, on fait du sel, nous, pour la cuisine, pour la bouche, du sel de bouche. L'eau arrive du Pacifique Sud, l'océan le plus pur de la planète. Elle traverse la grande barrière de corail qui fait le tour de la Nouvelle-Calédonie. Après, elle traverse le lagon calédonien qui fait 40 km à l'endroit où on est. Et elle passe dans la mangrove, avec toute l'argile qu'il peut y avoir à l'intérieur, tous ces micro-organismes qui sont là. Et là, on la retient prisonnière. Et puis après, quand on arrive à avoir un bon taux de teneur en sel, on fait le principe du marais salant qu'on a, il faut quand même le reconnaître, qu'on a copié sur Guérande. Accompagné d'Hervé, un guide de pêche passionné, Jean s'offre une virée dans un lieu qui a fait basculer l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, le chenal de Beaudepasse. J'en tiens un ou quoi? Ah non, ça merde. Il y a une touche là quand même. Là voilà, donc on a le chenal de Beaudepasse juste devant nous. L'île verte, l'île de Baaba, l'île des chevaux sauvages. Et l'île rouge dans le fond, là, qui se détache très bien, là qu'on voit bien dans le haut soleil, c'est l'île de Yangéban. Yangéban rentre dans l'histoire sous Napoléon III. L'intérêt stratégique du chenal n'a pas échappé aux autorités françaises. En 1850, une mission hydrographique hélas tourne mal quand 12 marins finissent au menu des guerriers anthropophages de Yangéban. En guise de représailles, l'île Rouge est mise à feu et à sang, et 3 ans après les faits, en 1853, le massacre des marins français sert de prétexte à l'empereur pour étendre son emprise coloniale.
Donc Napoléon III, quand il a appris qu'il avait eu des gens de la marine nationale qui s'étaient fait massacrer sur l'île, qu'il y avait eu tout ce sang qui avait coulé là, sur l'île, donc il a dit bon allez, on part et on prend possession de la Nouvelle-Calédonie. Parce que la Nouvelle-Calédonie était la dernière grande terre sur la planète qui avait pas, où il n'y avait personne qui avait vraiment planté son drapeau, quoi. Donc là, il a dit, allez hop, on y va et on prend possession de l'île. Et c'est comme ça que la Nouvelle-Calédonie est devenue française. Avec ce leurre, là, on n'attrape que des poissons nationalistes. Et le 14 juillet particulièrement. Allez, c'est parti. À l'abri des soubresauts de l'histoire, mais pas de l'appétit des pêcheurs, la grande mangrove de Béaba jouxte le chenal de Pot-de-Passe. Jean et Hervé s'enfoncent dans les chenaux à la recherche du poisson roi des tables calédoniennes, le picot. On le trouve un peu dans des endroits comme ça, dans des chenaux, voilà, dans les chenals comme ça, parce que c'est envahi des mangroves sur le côté. Donc c'est là où le picot, elle rentre pour aller chercher un peu de la bouffe, surtout dans les palétuviers. Ben là, comme en ce moment c'est marée haute, donc ils sont dedans là. Et une fois quand la marée va descendre, donc ils vont sortir un peu pour rester juste à la rentrée du chenal. Alors le picot, on l'appelle aussi le poulet de la mer ici. C'est un blanc, de la chair blanche, comme ça c'est des poissons relativement plats. Une chair blanche très goûteuse, pas d'arête, rien, c'est vraiment super, super bon. Bon produit ça le picot. C'est le filet qu'on va flotter là. Sur la route du picot, les pêcheurs croisent un autre habitant de la mangrove, réputé lui aussi pour son goût. Ah ben tiens, il y a un crabe ici là. En plus c'est un gros. Là il a pincé le flotteur. Vous entendez comment ça a craqué là? Et là il faut faire toujours attention. Comme de palétuvier. Et voilà. Comme pour le crabe, la pêche au picot demande quelques précautions. Les piquants dessus là, tu vois, au niveau du dorsal, là, c'est que ça pique vraiment. Là, si vous ramassez un piqueur de picot, comme il y a le venin dedans, donc ça fait mal. Ah, là, ça bouge. Regarde. La peau du picot, quand tu fais dorer ton picot, tu le fais dorer là, avec un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, là, tout ça, tout doucement. Et la peau du picot, tu la manges, elle te fait rêver. La nuit, tu fais de super beaux rêves. Un barrage contre le Pacifique. La Nouvelle-Calédonie déroule 1600 km de barrières récifales. Un écosystème corallien complexe et extrêmement varié. Le lagon abrite une myriade d'îlots et de récifs immergés qui constituent chacun une fragile oasis de vie sous-marine. Sillonner le lagon, c'est le quotidien de Sandrine Job. Biologiste, spécialiste des écosystèmes récifaux, Sandrine anime l'association Paladalic. La mer te parle en langue mélanésienne. Il y a un tout petit pied de palétuvier, parce que la section de tuvier, elle est sous le pied de palétuvier. Donc c'est facile comme repère. Une fois par an, les plongeurs de Paladalic partent en mission vers l'îlot Signal, à une quinzaine de kilomètres de Nouméa.
Tu peux t'approcher un tout petit peu? Voilà. Démarrage de la station. Nickel. Tu peux te mouiller où tu veux, Pierre, par là, là. Comme une soixantaine de récifs disséminés autour de la Grande Terre et des îles Loyauté, l'îlot Signal est un lieu témoin de l'état de santé du lagon. Un chef-d'œuvre sous-marin, foisonnant de vie et d'une extrême fragilité. Classé au patrimoine mondial de l'humanité, le lagon calédonien offre une biodiversité marine parmi les plus riches de la planète. 400 espèces de coraux, 2000 espèces de poissons répertoriées et beaucoup d'autres encore à découvrir. Boussole, décamètre et carnet d'observation en main, les plongeurs de Paladalic répertorient la vie du récif sur un linéaire de 100 mètres, tenu en laisse par les rigueurs de l'observation scientifique. Il y a des dizaines de milliers d'espèces au niveau du récif, mais nous n'allons regarder que ce que nous considérons comme des espèces cibles, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui vont donner un signal au niveau du récif, soit sur sa vitalité, soit sur sa dégradation. Après une bonne heure de plongée, Sandrine et ses acolytes ont bouclé leurs observations et le bilan est plutôt rassurant. 17 ans après les premières plongées scientifiques, le récif de l'îlot Signal n'a pas bougé. Alors le lagon de Nouvelle-Calédonie est particulièrement en bon état de santé. Certes, il y a des dégradations qui sont localisées, mais très rapidement, en fait, elles sont dispersées, je dirais, dans l'immensité de ce lagon par le jeu des passes et des forts courants qu'il y a. L'avantage de la Nouvelle-Calédonie, c'est surtout qu'il y a très peu de monde, donc une faible pression humaine. Il faut savoir qu'il y a 250 000 habitants en Nouvelle-Calédonie, selon les derniers recensements, dont les 3/4 de la population habitent sur Nouméa. Donc quitter le Grand Nouméa, il n'y a pratiquement plus personne qui exerce une pression sur le lagon. Aussi grand soit-il, le lagon calédonien n'est pas exempt de menaces, même sur ses rivages les plus isolés. L'exemple le plus frappant se trouve sans doute sur la côte est de la Grande Terre. Battue par les vents et la pluie, la commune de Thio a la magie des grands espaces vierges à un petit détail près. Depuis 140 ans, l'exploitation minière scalpe les montagnes et saigne les paysages de grandes balafres rouges. Les massifs regorgent de nickel, le précieux minerai dont la Nouvelle-Calédonie possède le quart des réserves mondiales. Dans certains fonds de baie, le ravinement étouffe le corail. Et malgré de sérieux efforts de reforestation, les mines mettent en danger l'un des plus grands trésors de l'archipel, sa végétation. Endémiques à près de 80%, les plantes de Nouvelle-Calédonie sont au cœur de la culture mélanésienne. Pour sa petite fille Hélène, Georgette prépare une décoction à base de plantes du bord de mer. Ici, c'est niemeuil dans la langue et c'est la marguerite sauvage. Ça sera pour la petite marmite à bébé, comme pour nous aussi pour manger dans les poissons tout à l'heure. Voilà. Et ça, il y en a qui le font en salade, ils font avec les bénitiers, on le fait cuire aussi avec la tortue. La petite marmite qu'on va la faire, c'est pour compléter le sein maternel, pour le repas de l'enfant, chez la femme mélanésienne. Et c'est ça, ce sont des plantes nutritives. Les vertus des plantes, j'ai appris avec mes anciens.
J'aimais bien écouter à côté du feu quand ils me parlaient, voilà, il y a ça, pour soigner, pour guérir. Et c'est comme ça que j'ai appris, parce que j'aimais bien écouter les anciens quand ils parlaient. En un petit quart d'heure de cueillette, Georgette a réuni les 5 plantes médicinales nécessaires à sa recette. Hop, quoi. Ah quoi? Élevée dans la tribu, à 2 heures de bateau de la première ville, tous ses enfants ont goûté à sa petite marmite et sans doute pleuré à chaudes larmes, car le breuvage, il est vrai, est un brin amer. C'est parce qu'elle a goûté les boissons gasseuses un peu, elle a goûté autre chose de bon, mais ça n'empêche pas qu'on soit courageux, c'est bien faire sa marmite quand on est à la tribu, tu vois. Dans les fonds du tribu, tu fais tout ce que tes parents ils t'ont appris. À 150 km à vol d'oiseau de Nouméa, Lifou est la plus grande des îles Loyauté. Plus vaste que la Martinique, mais peuplée d'à peine 9000 habitants, Lifou célèbre le mariage de 2 couleurs, le bleu et le vert. Vous voyez, le bleu ici, ça ne triche pas, c'est du bleu, vraiment du bleu. Et le vert, c'est vraiment du vert, vivant. Quand vous survolez en avion, on a comme l'impression qu'il n'y a personne qui vit dedans. Alors, les tribus sont un petit peu dispatchées dans les 3 districts, mais sinon, c'est vert, c'est que du vert. Enfant de Lifou et chef de la tribu des Ounété, Bassier Igésier se consacre depuis 10 ans à protéger l'exceptionnel patrimoine naturel de son île. Nous sommes juste à 300 mètres de la mer, on est un petit peu à l'intérieur des terres. On ne fait qu'emprunter les sentiers des anciens pour se rendre à la plage, là, à la réserve naturelle coutumière. C'est la grande œuvre de Bassier, le lancement de la toute première réserve coutumière de Lifou. Un projet concocté avec son complice Olivier Hébert, ornithologue naturaliste. Ah ouais. Bois de santal, bois de rose, lézards, chauves-souris, oiseaux, la forêt primaire regorge de vie et de nombreuses espèces endémiques. Après 3 quarts d'heure de marche, la réserve dévoile son joyau, la plage de Ngoni. Nurserie pour les poissons côté récif et lieu de ponte pour les tortues côté plage, Ngoni a gardé une pureté quasi originelle. Il y a du monde. Il y a du monde sur la côte là, ouais. Et bizarrement, ils sont à l'intérieur des côtes, quoi. Ils sont là, tout près. Ouais, mais ils utilisent le le vent. large, si tu veux. Ouais, mais ce qui s'est passé, c'est que les grandes Ouverte zones aux de chasse, visiteurs, là où il y a des- mais interdite à toute forme de prélèvement, D'accord. la réserve est mise sous la protection des jeunes de la tribu. Reconnaissance des espèces, règles d'observation, avec l'appui technique d'Olivier, Bassier a lancé le programme de formation des futurs gardes nature de la réserve. C'est une inspiration tout à fait naturelle. On anticipe un petit peu avant que les choses se détériorent à vitesse grand V, quoi. Vu comment ça se passe à travers le monde. Contrairement à la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie, Lifou est directement ouverte sur l'océan. Elle ne possède ni lagon, ni récif barrière. La vie corallienne s'est développée ici sur un étroit liseré qui épouse le littoral, le récif Frangeant. Comme ses voisines des îles Loyauté, Ouvéa et Marais, Lifou est en grande partie préservé de l'impact humain. Mais ses fonds marins attisent les convoitises. Les eaux de Lifou sont parmi les plus belles du Pacifique. Un paradis pour les amateurs de plongée en général et les chasseurs sous-marins en particulier. Comme la plupart des jeunes de Lifou, Lino pêche en apnée depuis qu'il est tout gamin. Pour l'adrénaline et la quête du plus beau trophée,
Lino a souvent cédé au travers des fanas de la gâchette, avant de se rappeler la règle des pêcheurs mélanésiens, tu ne prélèveras que ce dont tu as strictement besoin. Nous, notre culture, elle est beaucoup liée à la nature, à notre biodiversité. La mer, la terre, les arbres, on est très liés avec la nature. Si demain, il y a des espèces qui disparaissent, ben, c'est une partie de notre culture qui disparaît aussi. Dans la réserve de Ngoni, les poissons peuvent souffler. Lino a laissé son fusil à la maison et attaqué les travaux pratiques avec ses premiers visiteurs. Il n'y a que des petits corails. Là, le plaquier, c'est que des petits corails. On va pas avoir des grands. Le discours des futurs gardes nature n'est pas tout à fait rodé, mais l'enthousiasme est là. Le pari de Bassier est en passe d'être relevé. Si on ne fait pas confiance à la jeunesse, comment veux-tu faire avancer un pays? Bien sûr, nous les adultes, au niveau des coutumiers, tout ça, nous serons là pour garantir, conseiller et avoir des recommandations. Mais être en action sur le terrain, pour moi, c'est une gage de confiance et de réussite à long terme, bien sûr. Encore présente dans tous les jardins de Lifou, la case traditionnelle accueille les chants des anciens guerriers. Le combat de la tribu Ounété pour faire rimer nature et culture ne fait que commencer.